Mais qu'est-ce que vous avez fait manger à mon fils? Cette phrase, je ne l'ai pas criée au milieu d'un tribunal. Je ne l'ai pas lancée dans une émission de télévision, sous les projecteurs, devant des millions de spectateurs. Non. Je l'ai murmurée, presque sans voix, dans le salon de notre maison à Londres, devant l'écran tremblant d'un ordinateur portable. Et pourtant, à cet instant précis, j'ai eu l'impression que tout mon monde s'effondrait. Sur l'image enregistrée par la petite caméra de sécurité installée dans un coin du salon, on voyait mon fils, Noah. 6 ans à peine. L'âge où un enfant devrait courir, poser 1000 questions, rire trop fort, renverser ses jouets, réclamer encore une histoire avant de dormir. Mais là, il était assis sur le canapé, immobile, les épaules légèrement rentrées, le visage éclairé par la lumière froide de la télévision. Devant lui, il n'y avait ni assiette chaude, ni vrai repas, ni fruits coupés avec attention. Il y avait seulement un paquet de biscuits industriels ouverts, une bouteille de jus sucré, et quelques bonbons posés sur la table, basse comme si cela pouvait remplacer un dîner. Je suis restée figée. Ma main s'est posée sur ma poitrine sans que je m'en rende compte. J'avais du mal à respirer. Était-ce donc cela, le temps que je donnais à mon enfant lorsque je n'étais pas là? Était-ce cela, l'enfance que je croyais protégée? Cette image m'a transpercée plus violemment que n'importe quelle accusation. Parce qu'une mère peut supporter beaucoup de choses, mais pas la vision de son enfant abandonné au silence, nourri de sucre et de lumière bleue, pendant que les adultes prétendent que tout va bien. Je m'appelle Émilie. Je travaille dans un petit restaurant très connu du centre de Londres. Les horaires changent tout le temps, service du midi, service du soir, parfois fermeture tardive, parfois ouverture trop tôt. Je savais depuis longtemps que ma vie professionnelle grignotait ma vie de famille. Je le savais, mais je me répétais que je n'avais pas le choix. Noah, lui, ne comprenait pas ces justifications d'adulte. « Maman, tu ne restes pas encore avec moi aujourd'hui ?» Sa petite voix me faisait plus mal que toutes les critiques du monde. Mon mari, Daniel, travaillait lui aussi sans arrêt. Même lorsqu'il était à la maison, son ordinateur restait ouvert. Réunions, dossiers, appels urgents. Noah venait parfois près de lui avec une petite voiture ou un livre d'images. « Papa, tu joues avec moi ?» Et Daniel répondait presque toujours la même chose, sans méchanceté, mais avec cette fatigue qui finit par ressembler à de l'indifférence. « Désolé, mon grand, pas maintenant. Je dois finir ça. »« Pas maintenant. Toujours pas maintenant. » Alors nous avons pensé qu'il nous fallait quelqu'un. Pas seulement une personne pour surveiller Noah quelques heures. Pas seulement une présence assise dans le salon pendant que le temps passe. Nous avions besoin de quelqu'un qui prépare ses repas, qui joue avec lui, qui l'aide à retrouver un rythme, une sécurité, une vraie chaleur humaine. Nous cherchions une nounou. Mais en réalité, nous cherchions quelqu'un capable de protéger ce que nous étions en train de perdre sans le voir, l'enfance de notre fils. L'agence nous a envoyé 2 candidates. La première s'appelait Sophie Carter. Jeune, souriante, très à l'aise, parlant anglais avec une énergie presque brillante. Dès qu'elle est entrée, elle a rempli la pièce de paroles, de compliments, de promesses. Elle avait cette facilité qui rassure les parents pressés. Elle disait tout ce qu'on voulait entendre. La seconde s'appelait Claire Dubois. Une Française d'une 50aine d'années, originaire de Lyon, installée à Londres depuis plusieurs années. Elle avait élevé ses propres enfants, travaillé dans plusieurs familles, et parlait anglais correctement, mais lentement. Parfois, elle cherchait ses mots. Elle prenait le temps de réfléchir avant de répondre. Au premier entretien, j'ai hésité. Claire avait une douceur qui m'avait marquée. Sa voix était calme, son regard attentif. Elle ne cherchait pas à se vendre à tout prix. Mais je craignais que son anglais plus lent freine Noah, que la communication soit moins fluide. Daniel a vu mon doute. Pour Noah, il vaut peut-être mieux quelqu'un qui parle parfaitement anglais, a-t-il dit. Sur le moment, cela paraissait logique. Pratique. Reasonable. Mais c'est précisément cela qui me hante aujourd'hui. Parfois, les pires décisions ne viennent pas d'un manque d'amour, mais d'un excès de confiance dans ce qui semble efficace. Nous avons choisi Sophie. Le premier jour, elle est arrivée avec un grand sourire. « Hello Noah. We're going to have so much fun today. » Noah, intimidé, s'est caché derrière moi, puis a fini par lui tendre la main. Le soir même, Sophie m'a envoyé une photo. Noah souriait devant l'objectif. « Il est adorable. On s'est très bien amusé, » écrivait-elle. J'ai poussé un soupir de soulagement. J'avais envie d'y croire. Pourtant, quelque chose me dérangeait dans l'image. Le salon derrière Noah était trop parfaitement rangé. Aucun jouet visible, aucune construction en Lego à moitié terminée, aucun coussin déplacé. On aurait dit une pièce préparée pour une annonce immobilière. Je me suis dit que j'exagérais. Une mère inquiète voit des signaux partout. Mais quelques jours plus tard, le malaise est devenu impossible à ignorer. Au petit déjeuner, j'ai posé devant Noah du pain grillé, un œuf brouillé et quelques morceaux de banane. C'étaient des choses qu'il mangeait autrefois sans problème. Il a secoué la tête. « Non. Je veux des biscuits. » J'ai cru mal entendre. Des biscuits? Au petit déjeuner? Il n'a pas répondu. Il a simplement baissé les yeux,
comme si toute autre nourriture lui semblait étrangère. Le soir, quand je suis rentrée, le salon était encore rangé de manière étrange. Noah était assis devant la télévision. Pas de jouets au sol, pas de dessin commencé, pas de livre ouvert. « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui » ai-je demandé. Il a murmuré. « Je ne sais plus. Je ne sais plus. » Cette réponse m'a glacée. Daniel a tenté de me rassurer. Les goûts des enfants changent. Il est peut-être juste fatigué. Mais une mère sait parfois avant de pouvoir prouver. Et mon instinct me criait que quelque chose n'allait pas. Puis un soir, j'ai ouvert la poubelle de la cuisine. Elle était remplie d'emballages de chips, de biscuits, de barres chocolatées et de petites bouteilles de jus. Était-ce donc cela, ces repas? J'ai senti une sueur froide me couler dans le dos. Cette Sophie, si vive, si souriante, si parfaite dans ses messages, que cachait-elle derrière son sourire professionnel? Était-elle simplement négligente? Ou pire, avait-elle compris que notre culpabilité de parents occupés nous rendait faciles à manipuler? Cette question m'a obsédée toute la nuit. Finalement, j'ai dit à Daniel. Il faut regarder les enregistrements de la caméra. Il a froncé les sourcils. Tu veux vraiment aller jusque-là? Oui, parce que si je me trompe, je veux le savoir. Mais si j'ai raison, je ne me le pardonnerai jamais d'avoir attendu. Nous avons ouvert l'ordinateur. La vidéo a commencé. L'heure du déjeuner. Noah était assis à table. Devant lui, un paquet de biscuits et une boisson sucrée. Sophie se tenait à côté, téléphone à la main, sourire distrait. Good boy. Mange ça, tu seras tranquille. Tranquil. Ce mot m'a frappé comme une gifle. Puis Noah a essayé de prendre ses cubes de construction. Sophie les a retirés et les a posés sur une étagère. Pas aujourd'hui. Tu vas mettre le désordre. Regarde la télé. Noah a murmur. Je veux le repas de maman. Sophie a ri. Le repas de maman? Franchement, c'est pas très bon, hein? Mange plutôt ça. À cet instant, j'éclatais en sanglots. Daniel, lui, ne disait rien. Mais ses poings étaient serrés. Sur l'écran, notre fils fixait la télévision sans expression. Il ne riait pas. Il ne jouait pas. Il n'était pas difficile à gérer. Il était éteint. Et là, j'ai compris quelque chose de terrible. Le calme d'un enfant n'est pas toujours un signe de bonne éducation. Parfois, c'est un signal d'alarme. Un enfant peut être silencieux non parce qu'il est apaisé, mais parce qu'il a renoncé. Ce n'est pas de la garde d'enfant, ai-je dit. C'est de l'abandon déguisé. Le lendemain matin, Sophie est arrivée comme si de rien n'était. Good morning. Daniel lui a répondu d'une voix froide. Asseyez-vous. Son sourire s'est figé. J'ai ouvert l'ordinateur et lancé la vidéo. Elle a vu les images, les biscuits, la télévision, les jouets retirés, la phrase sur mon repas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ai-je demandé. Elle a haussé les épaules. Quel est le problème? Il était calme. Vous n'êtes pas content? Au moins, il ne faisait pas de bruit. Je crois que c'est à ce moment-là que ma colère est devenue limpide. Vous avez rendu mon fils dépendant au sucre. Vous l'avez privé de jeu. Vous avez ridiculisé sa mère devant lui. Et vous appelez ça s'occuper d'un enfant? Daniel a frappé la table du poing. C'est une négligence totale. Sophie a levé les yeux au ciel. Si vous n'êtes pas content, occupez-vous de lui vous-même. C'est facile de juger quand on n'est jamais là. Cette phrase aurait pu me détruire, parce qu'elle touchait ma culpabilité la plus profonde. Mais au lieu de cela, elle m'a réveillée. Oui, nous avions été absents. Oui, nous avions eu tort de croire qu'un sourire suffisait. Mais cela ne lui donnait pas le droit d'abîmer notre enfant. Sortez, ai-je dit. Maintenant. Elle a soupiré, a pris son sac, et a lâché avant de claquer la porte. Parents complex. Quand elle est partie, je me suis effondrée sur le canapé. Pardon, Noah. Pardon de ne pas avoir vu plus tôt. À ce moment-là, de petits pas ont résonné dans le couloir. Noah est apparu, les yeux encore gonflés de sommeil. Maman. Je l'ai serré contre moi comme si je voulais réparer d'un seul geste toutes les heures perdues. Mais le plus difficile ne faisait que commencer. Le lendemain, j'ai préparé un petit déjeuner simple. Tartines, œufs, bananes. Noah n'a pas touché à la cuillère. Il n'y a pas de biscuits. Mon cœur s'est serré. Noah, ce sont de bons aliments. Ils vont te donner de l'énergie. Il a baissé la tête. Daniel, debout près de la porte, a murmuré. C'est devenu une habitude. Ce mot était lourd. Une habitude. Voilà ce qu'une mauvaise présence avait laissé derrière elle. Pas seulement quelques mauvais repas, mais une empreinte dans le corps et dans la tête de notre fils. Nous ne savions plus quoi faire. Travailler moins? Impossible à court terme. Trouver une autre nounou? L'idée même me terrifiait. Et pourtant, nous ne pouvions pas laisser Noah seul, ni continuer ainsi. Quelques jours plus tard, l'agence nous a rappelés. Nous sommes profondément désolés pour ce qui s'est passé. Si vous le souhaitez, nous pouvons vous proposer une autre candidate. Il s'agit de Claire Dubois,
que vous aviez déjà rencontré. Claire. J'ai revu son sourire discret, sa manière de parler doucement, comme si chaque mot devait être posé au bon endroit. Daniel Odette. Recontactonsla. Parlons-lui au moins. Le lendemain, Claire est venue chez nous. Elle portait un manteau bleu foncé, un sac simple, et dans les mains un petit carnet. Elle semblait un peu nerveuse, mais son regard était stable. Bonjour, Emily. Bonjour, Daniel. Bonjour, Noah. Elle a prononcé le prénom de mon fils avec une douceur particulière. Pas comme un nom sur un dossier. Comme une personne. Je lui ai parlé franchement. Nous sommes gênés. Nous ne vous avons pas choisi la première fois. Et maintenant, nous revenons vers vous après une mauvaise expérience. Claire Surrey. Ne soyez pas gênés. Vous avez fait ce que vous pensiez être le mieux pour votre enfant. C'est cela, être parent. On choisit parfois avec la tête, parfois avec la peur. L'important, c'est de revenir vers l'enfant. Cette phrase m'a bouleversée. Elle ne nous jugeait pas. Elle ne cherchait pas à profiter de notre culpabilité. Elle ramenait simplement tout à l'essentiel. Noah. Le premier matin où Claire a commencé, je m'attendais à la voir sortir des jeux, lancer une activité, remplir le silence. Mais elle n'a rien fait de spectaculaire. Elle s'est assise calmement dans le salon, à distance de Noah, et l'a observé sans insister. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Vous ne jouez pas avec lui? Elle a répondu. Pas tout de suite. Un enfant qui a été brusqué ne s'ouvre pas parce qu'on lui demande de sourire. Il faut d'abord lui laisser un espace sûr. J'attends qu'il vienne. Cette phrase m'a surprise. Dans notre monde obsédé par l'efficacité, attendre semble presque suspect. On veut des résultats, des méthodes, des progrès visibles. Mais Claire, elle, avait une autre logique. Une logique profondément française, presque ancienne. Respecter le rythme, ne pas forcer, laisser la relation se construire autour d'un geste simple. Au bout d'un moment, Noah s'est approché. Qu'est-ce que tu fais? Claire a sorti une feuille de papier. Je vais te montrer comment faire un petit bateau. En France, on en faisait parfois avec les enfants les jours de pluie. On imaginait qu'ils partaient sur la Seine, sous les ponts de Paris. Noah a regardé ses mains plier la feuille. Ses yeux se sont allumés. Moi aussi, je veux faire un bateau. J'ai retenu mon souffle. Ce même enfant qui, quelques jours plus tôt, restait devant la télévision comme vidé de lui-même, venait de demander à faire quelque chose. Son premier bateau était tordu. Les coins n'étaient pas alignés. Mais quand il a posé sur la table, il a souri. J'ai réussi. Ces 3 mots ont fait plus pour moi que tous les rapports éducatifs du monde. Le soir, Noah m'a dit. Maman, aujourd'hui, c'était bien. J'ai dû détourner le visage pour cacher mes larmes. Claire n'avait pas simplement occupé son temps. Elle avait rallumé quelque chose. Mais le plus grand combat restait la nourriture. Noah réclamait encore des biscuits. Il repoussait les repas. Il regardait les assiettes comme si elles étaient des ennemis. Un matin, Claire est entrée dans la cuisine avec une pomme rouge. Aujourd'hui, on va commencer par une chose très simple, a-t-elle dit. Elle s'est tournée vers Noah. Tu veux m'aider à laver cette pomme? Noah a hésité, puis a pris le fruit dans ses petites mains. Il l'a passé sous l'eau. Les gouttes brillaient sur la peau rouge. Claire l'a observé avec sérieux. Très bien. Quand on lave un fruit soi-même, on commence déjà à en prendre soin. Et souvent, ce dont on prend soin nous donne envie. Elle a coupé la pomme en petits quartiers et les a disposés sur une assiette blanche. C'est ta pomme, Noah. Celle que tu as préparée. Tu veux goûter? Il a pris un morceau. L'entertainment. Comme s'il franchissait une frontière. Puis il a souri. C'est sucré. Je me suis couverte la bouche avec les mains. Il avait mangé une pomme. Une seule bouchée, diraient certains. Mais les gens qui disent cela n'ont jamais vu leur enfant revenir de loin. Une bouchée peut être une victoire immense. Une bouchée peut être le début d'une reconstruction. Claire m'a dit doucement. Ce n'est pas la quantité qui compte aujourd'hui. C'est le courage de goûter. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à comprendre que manger n'était pas seulement avaler. C'était participer. Toucher. Center. Choisir. Remercier. Se réconcilier avec le monde. Quelques jours plus tard, Claire a proposé une nouvelle étape. On va faire des tartines comme au goûter français. Pas des biscuits industriels. Du pain, un peu de beurre, un peu de confiture. Et surtout, on les prépare ensemble. Elle a sorti une petite baguette. Elle a laissé Noah toucher la croûte. Tu entends? Elle a légèrement pressé le pain. La croûte a craqué. Noah a ri. Ça fait du bruit. Claire a coupé de fines tranches, a montré comment étaler le beurre sans déchirer le pain, puis ajouté une petite cuillère de confiture d'abricot. En France, le goûter n'est pas seulement du sucre. C'est un moment. On s'assoit, on respire, on raconte sa journée. Noah a pris sa tartine à 2 mains. Il a croqué des dents. C'est meilleur que les biscuits. J'ai senti mes yeux se remplir de larmes. Ce n'était pas seulement du pain. C'était une autre façon de vivre. Une façon qui disait,
Même les choses simples méritent qu'on leur donne du temps. Puis Claire a introduit les repas chauds. À midi, elle a préparé une soupe de légumes. Carottes, poireaux, pommes de terre, un peu de thym. La vapeur montait doucement de la casserole et remplissait la cuisine d'une odeur chaude, presque rassurante. Noah a fait une grimace. Sévère. Claire sourit. Un peu. Mais tu sais, en France, beaucoup d'enfants apprennent avec la soupe. La soupe, ce n'est pas une punition. C'est une couverture chaude pour le ventre. Elle lui a servi un petit bol, pas trop rempli. Juste une cuillère. Pas pour me faire plaisir. Pour savoir. Noah a gout. Some expression a change. C'est chaud. Oui, a dit Claire. Et parfois, quand le corps a chaud, le cœur se calme aussi. Cette phrase est restée en moi. Dans notre maison anglaise, les repas étaient souvent rapides. Céréales, jus, sandwich, quelque chose avalé entre deux obligations. Mais autour de cette soupe, quelque chose d'autre s'installait. Nous parlions moins vite. Noah posait des questions. Daniel rangeait son téléphone. C'était comme si la table redevenait une table. Et c'est là, je crois, que la France est entrée dans notre maison. Pas la France de cartes postales, pas seulement Paris, la Tour Eiffel ou les restaurants célèbres. Une France plus intime, celle du repas comme rituel, de la conversation, du pain partagé, du « bon appétit », dit avant de commencer, du « merci », dit après, du temps accordé aux choses ordinaires. Un jour, Claire a préparé un œuf à la coque avec des mouillettes. Quand elle a posé l'œuf dans son coquetier, Noah a ouvert de grands yeux. On mange l'œuf comme ça. Claire a ri doucement. Oui, on casse le chapeau, puis on trempe le pain. Mais attention, on prend son temps. C'est un petit jeu sérieux. Elle a montré le geste. Tapoter la coquille. Retirer le petit sommet. Tremper la mouillette beurrée dans le jaune chaud. Noah l'a imité. D'abord maladroitement. Un morceau de coquille est tombé sur la table. Il a eu peur d'être grondé. Claire a simplement dit. Ce n'est pas grave. On apprend. Il a trempé son pain, l'a porté à sa bouche, puis a souri. C'est trop bon. Daniel, qui observait depuis l'entrée, a murmuré. Je n'aurais jamais pensé qu'un œuf pouvait changer l'ambiance d'une maison. Mais ce n'était pas l'œuf. C'était le regard posé sur l'enfant. C'était la patience. C'était cette capacité française à faire d'un repas simple une petite cérémonie sans prétention. À la fin du repas, Noah a laissé un morceau de pain dans son assiette. J'allais lui dire que ce n'était pas grave, mais Claire s'est penchée vers lui. Noah, chez moi, on disait souvent, on ne gâche pas. Il a répété. On ne gâche pas. Oui. Cela ne veut pas dire qu'il faut se forcer jusqu'à être malade. Cela veut dire qu'on respecte ce qu'on a reçu. Le pain, quelqu'un l'a pétri. Le blé a poussé. Le boulanger s'est levé tôt. Quand on peut, on remercie en ne jetant pas. Elle n'a pas parlé avec dureté. Elle n'a pas culpabilisé. Elle a transmis. Noah a regardé le petit morceau de pain, puis l'a mangé tranquillement. Ensuite, il a dit « Merci pour le repas ». J'ai pleuré. Dans beaucoup de familles, cette phrase aurait semblé banale. Chez nous, elle sonnait comme une renaissance. Pourtant, malgré les progrès, une part de moi restait inquiète. La trahison de Sophie m'avait rendue méfiante. Un soir, après mon service, Daniel m'a dit « Tu veux regarder la caméra ? Juste pour être rassuré ?» J'ai hésité. Je voulais faire confiance à Claire. Mais la peur ne disparaît pas parce qu'on décide d'être courageux. Nous avons regardé. Sur l'image, Noah dormait dans son lit. Claire était assise près de lui. Elle ne regardait pas son téléphone. Elle ne semblait pas impatiente de partir. Elle lui caressait doucement les cheveux. « Tu as bien travaillé aujourd'hui, mon petit. Demain, on fera encore un petit pas. Pas besoin d'aller vite. » Noah respirate comment. Puis Claire a remonté la couverture sur ses épaules, a vérifié la veilleuse, et s'est levée sans bruit. Daniel avait les yeux humides. « Ça, c'est prendre soin, » a-t-il dit. « Oui, prendre soin. Pas gérer. Pas occuper. Pas rendre silencieux. Prendre soin. » Et cette différence, beaucoup d'adultes l'oublient aujourd'hui. Quelques semaines plus tard, Claire a commencé à apprendre à Noah à ranger. Après avoir joué avec les cubes, elle a dit « On les remet ensemble. » Noah assemble surprise. Avant, soit on l'empêchait de jouer pour ne pas mettre le désordre, soit les adultes rangeaient à sa place. Claire, elle, ne faisait ni l'un ni l'autre. Elle ramassait calmement les cubes et les plaçait dans la boîte. Noah l'a imité. En France, ranger, ce n'est pas seulement faire propre, a-t-elle expliqué. C'est apprendre à finir ce qu'on a commencé. Quand les choses retrouvent leur place, la tête aussi respire mieux. Noah a ensuite aligné ses petites chaussures près de l'entrée. Il a reculé pour regarder son travail. « J'ai bien rangé ?»« Très bien, » a dit Claire. Son sourire était fier. Ce sourire-là, je ne l'avais pas vu depuis longtemps. Ce n'était pas un sourire provoqué par du sucre, un écran ou une récompense facile. C'était la fierté d'avoir agi, d'avoir contribué, d'être capable.
Et là encore, j'ai pensé à la France. À cette culture que beaucoup de gens critiquent parfois comme trop exigeante, trop attachée aux manières, trop ritualisée. Mais ce que je voyais chez Claire n'avait rien d'une rigidité froide. C'était une forme de respect. Dire bonjour. S'asseoir à table. Goûter avant de refuser. Ne pas gaspiller. Ranger après avoir joué. Remercier. Ces règles, lorsqu'elles sont transmises avec amour, ne réduisent pas l'enfant. Elles le structurent. Un dimanche soir, Daniel et moi avons invité Claire à dîner. Nous voulions lui dire merci autrement qu'avec un simple paiement. J'ai préparé un poulet rôti, Daniel a fait une salade, et Claire a apporté une soupe à l'oignon légère, adaptée pour Noah, avec quelques croûtons dorés. Quand elle est arrivée, Noah a couru vers elle. « Claire, tu as apporté la soupe française ?» J'ai senti mon cœur se serrer de bonheur. Il y a quelques semaines, il réclamait des biscuits. Maintenant, il attendait une soupe. À table, Daniel a goûté et a dit « C'est incroyable. Ce n'est pas compliqué, mais ça donne l'impression d'être à la maison. » Claire sourit. C'est peut-être cela, la cuisine familiale française. Pas impressionné. Rassemble. Pendant le repas, Daniel lui a posé la question qui lui brûlait les lèvres. « Pourquoi faites-vous tout cela pour l'enfant de quelqu'un d'autre ?» Claire est restée silencieuse un instant. Mes enfants sont grands maintenant. Quand ils sont partis, j'ai cru que mon rôle de mère était terminé. Puis j'ai compris que l'amour qu'on a appris à donner ne disparaît pas. Il peut continuer à circuler. Chaque enfant mérite qu'un adulte le regarde vraiment. Je n'ai pas réussi à répondre. Les mots auraient été trop petits. À la fin du dîner, Noah s'est levé pour aider à débarrasser. Il a porté son assiette avec concentration, puis s'est tourné vers nous. « Merci maman. Merci papa. Merci Claire. C'était bon. » Daniel a baissé la tête. Moi, j'ai pleuré sans honte. Notre histoire aurait pu rester privée. Une petite tragédie domestique, puis une réparation discrète. Mais quelques mois plus tard, Daniel a monté une courte vidéo avec notre accord. On y voyait Noah avant, immobile devant l'écran. Puis Noah lavant une pomme. Préparant une tartine. Trempant une mouillette dans un œuf à la coque. Buvant une soupe. Rangeant ses cubes. Disant merci. Aucune mise en scène. Aucun effet spectaculaire. Juste la vie quotidienne. Et pourtant, la vidéo est devenue virale. Les commentaires sont arrivés du monde entier. Une mère américaine a écrit « Je pensais qu'éduquer, c'était obtenir des résultats. Cette femme française m'a rappelé qu'un enfant a d'abord besoin de temps sécurisé. » Un père allemand a commenté « Le rangement présenté comme une construction intérieure, pas comme une punition, c'est une leçon incroyable. » Une Italienne a dit « Nous avons aussi cette culture de la table, mais voir une famille étrangère la redécouvrir grâce à une Française m'a ému. » Un commentaire venu du Japon disait « La France est souvent vue comme arrogante ou froide. Mais ici, on voit une autre France, celle de la patience, du repas et de la dignité du quotidien. » Et puis il y avait les commentaires français. Certains étaient fiers. Voilà ce que nous sommes en train d'oublier nous-mêmes, le repas n'est pas un détail. C'est le cœur de la maison. D'autres étaient plus critiques. Il faut qu'une famille étrangère nous montre notre propre culture pour qu'on comprenne sa valeur. C'est triste, mais nécessaire. Un autre commentaire m'a particulièrement frappé. On parle toujours de la France pour ses monuments, ses crises, ses débats politiques. Mais la vraie France, c'est peut-être aussi une nounou qui apprend un enfant à dire bon appétit, à goûter une soupe, à ne pas gâcher le pain. C'est exactement cela qui a bouleversé les étrangers. Ils ne découvraient pas seulement des recettes françaises. Ils découvraient une vision de l'enfance. Une manière de dire que l'enfant n'est pas un problème à neutraliser, mais une personne à accompagner. Une manière de rappeler que la table peut soigner ce que la vitesse moderne abîme. Bien sûr, tout n'est pas parfait en France. Personne ne devrait transformer ce pays en carte postale mensongère. Les Français eux-mêmes savent très bien critiquer leur société. L'école sous pression, les familles épuisées, les débats permanents, les contradictions entre tradition et modernité. Mais c'est justement pour cela que cette histoire a touché autant de gens. Parce qu'elle ne disait pas « la France est parfaite ». Elle disait « dans certaines habitudes françaises, il existe encore une sagesse que le monde entier ferait bien de regarder. Le pain partagé, la soupe chaude, le goûter préparé, le repas pris assis, le respect du produit, la phrase « on ne gâche pas ». Le « bon appétit » qui ouvre un moment commun. Le « merci pour le repas » qui le referme avec gratitude. Ce sont de petits gestes. Mais les petits gestes répétés deviennent une culture. Et une culture peut sauver un enfant du vide. Aujourd'hui, Noah va mieux. Il mange encore parfois des biscuits, bien sûr. Nous ne vivons pas dans une fable morale où le sucre disparaît et où les enfants deviennent parfaits. Mais il mange aussi des pommes, de la soupe, du pain, des œufs, des légumes. Il aide à mettre la table. Il range plus souvent ses jouets. Il rit à nouveau. Et surtout, il sait qu'un adulte peut être là sans le brusquer, sans l'acheter avec du sucre, sans l'abandonner à un écran. Claire n'a pas seulement changé son alimentation.
Elle a restauré sa confiance. Quant à moi, j'ai compris une chose douloureuse mais essentielle. On peut aimer son enfant profondément et pourtant faire de mauvais choix. L'amour ne suffit pas toujours. Il doit être accompagné d'attention, de courage et parfois d'humilité. Nous avions choisi la facilité apparente. Une nounou qui parlait vite, souriait fort, promettait beaucoup. Puis nous avons découvert que la vraie compétence ne fait pas toujours de bruit. Parfois, elle parle lentement. Elle attend. Elle lave une pomme avec un enfant. Elle coupe du pain. Elle prépare une soupe. Elle transmet une règle sans humilier. Elle veille au sommeil sans chercher les applaudissements. Voilà pourquoi cette histoire a fait réagir autant d'étrangers. Parce qu'au fond, elle pose une question dérangeante à toutes les sociétés modernes. Qu'est-ce que nous sommes en train de sacrifier au nom de la rapidité? Nous voulons des enfants calmes, mais oublions de leur donner la paix. Nous voulons qu'ils mangent bien, mais nous ne leur donnons plus le temps d'aimer la nourriture. Nous voulons qu'ils soient polis, mais nous ne prenons plus toujours le temps de leur montrer la gratitude. Nous voulons qu'ils grandissent, mais nous les confions trop souvent à des écrans, à des produits faciles, à des adultes pressés. Et puis, soudain, une femme française entre dans une cuisine londonienne avec une pomme, une baguette, une soupe et une patience immense. Et le monde entier s'arrête pour regarder. Certains diront que ce n'est qu'une histoire de nounou. Moi, je crois que c'est beaucoup plus que cela. C'est une histoire sur la France que les étrangers ne voient pas toujours. Une France intime, domestique, presque silencieuse. Une France qui ne se trouve pas seulement dans les musées, les cafés célèbres ou les avenues de Paris, mais dans une table dressée, un enfant écouté, un morceau de pain respecté. C'est aussi une histoire sur nous, parents du monde entier. Sur notre fatigue, nos erreurs, nos excuses, nos peurs. Sur notre besoin urgent de retrouver le sens des gestes simples. Car finalement, ce n'est pas un grand discours qui a sauvé Noah. Ce n'est pas une méthode éducative vendue dans un livre à la mode. Ce n'est pas une application, ni une vidéo, ni un programme révolutionnaire. C'est une femme qui a dit, on va commencer doucement. Tu veux laver cette pomme? Et parfois, c'est exactement ainsi qu'un enfant revient à la vie. Depuis ce jour, chaque fois que Noah s'assoit à table et dit « bon appétit », avec son petit accent anglais, je pense à Claire. Je pense à cette décision que nous aurions dû prendre dès le début. Je pense à la force discrète des cultures familiales lorsqu'elles sont transmises avec amour. Et je pense aussi à tous ces commentaires venus de l'étranger, à tous ces gens qui ont vu dans notre histoire non pas seulement la guérison d'un enfant, mais une leçon française adressée au monde. La France n'a pas seulement impressionné par sa gastronomie. Elle a impressionné par quelque chose de plus profond, l'idée que manger ensemble, remercier, attendre, ranger, goûter, respecter le pain, ce sont des actes minuscules qui construisent une personne. Dans une époque où tout devient rapide, jetable et bruyant, cette leçon paraît presque révolutionnaire. Alors oui, cette histoire a commencé par une question terrible. Qu'est-ce que vous avez fait manger à mon fils? Mais elle s'est terminée par une autre phrase, beaucoup plus douce, prononcée un soir par Noah devant son bol de soupe. Merci. C'était bon. Et ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, notre maison n'était plus seulement un endroit où nous dormions entre 2 journées de travail. C'était redevenu une famille. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre avis en commentaire. Et surtout, ce soir, regardez votre table autrement. Peut-être qu'un simple repas, préparé avec patience, peut encore réparer bien plus de choses qu'on ne l'imagine.